Tu vois, cette ville, en 1950, c'était le paradis sur Terre. Les employés les mieux payés des États-Unis, des familles qui ont un putain de sourire aux lèvres et des voitures de luxe à chaque coin de rue. Alors pourquoi, en 2025, Détroit ressemble à ça? Que s'est-il passé pour qu'en 2012, elle soit la ville la plus meurtrière des États-Unis et pour qu'en 2013, elle ait accumulé plus de 20 milliards de dettes? Et là, tu penses que Détroit, c'est juste une histoire comme les autres. Mais est-ce que tu savais que son destin n'a reposé que sur un seul homme? Ok, notre histoire commence en 1701 avec Monsieur Cadillac, l'explorateur français qui a fondé la ville. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y a pas grand chose à signaler. Détroit se développe correctement grâce à son fer et sa position géographique, c'est une ville plutôt banale quoi. Enfin, jusqu'à l'arrivée d'une dizaine de personnes qui vont la changer à tout jamais. Parmi eux, il y a William Crapo, les frères Dodge, les frères Packard et Walter Chrysler. En fait, ils ont la même passion en commun, l'automobile. On voit donc apparaître ce genre d'engin un peu partout dans la ville. Et ça engendre une situation de concurrence. Qui va réussir à surpasser tous les autres, établir le meilleur rapport qualité-prix du marché pour au final le dominer. Bon, je crois qu'il est temps de te parler de notre protagoniste, Henry Ford. Lui aussi s'est retrouvé à Détroit et il est plutôt déterminé, puisqu'en l'espace de 5 ans, il échoue 2 fois à créer l'entreprise de ses rêves. La première en 1999 avec la Detroit Automobile Company et la deuxième en 1901 avec la Henry Ford Company. Mais il se met à mieux étudier le marché et il se rend compte d'un truc. À l'époque, les voitures ça coûte cher et c'est souvent destiné à faire des courses. Donc, qui dit conditions extrêmes, dit ingénierie complexe, dit prix élevé. Mais d'un autre côté, la société de consommation est de plus en plus vorace. Les gens veulent voyager. Et une voiture moyenne de partout, c'est parfait pour faire 100 bornes. Ça y est, Ford a trouvé ce qu'il allait faire. Une automobile à un prix si bas qu'aucun homme ayant un bon salaire ne sera incapable d'en posséder une. Du coup, la première étape, c'est de faire le produit parfait. Il teste une vingtaine de modèles avant de décider que le modèle A sera le bon. Pour lui, tout réside dans le produit, car un client satisfait t'en ramène 3, mais l'inverse t'en fait perdre 10. La deuxième étape, c'est d'optimiser son coût de production. Donc il s'associe avec les frères Dodge possédant un atelier d'usinage dans Détroit, ce qui réduit drastiquement les frais de transport. Ensuite, il met en place une chaîne de production. Les ouvriers peuvent ainsi travailler sur plusieurs voitures simultanément. Ça réduit le temps de production, lui permettant de faire une économie d'échelle. Et au final, de vendre ses voitures moins chères. Mais en 1908, quand Ford lance le Model T, il a toujours pas réussi à se différencier. Faut qu'il innove encore plus pour conquérir le marché américain. Du coup, en 1913, il améliore la chaîne de production et crée la chaîne de travail. En gros, il y a des tapis roulants, donc ça va encore plus vite. Pour produire une voiture, on passe de 12 heures à 90 minutes. Et en plus, comme les ouvriers ne font qu'une seule tâche en boucle, il n'y a pas besoin de main-d'œuvre qualifiée. N'importe qui peut travailler chez Ford. Le truc, c'est que les mécaniciens diplômés ressentent une injustice. Pourquoi des déscolarisés font le même job qu'eux et en plus avec les mêmes salaires? Alors, en 1915, ils font tous grève. Mais Henry Ford, il est pas con. Et même si tout le monde se foutait de sa gueule quand il l'a fait, il double le salaire de ses ouvriers. T'imagines, tu passes du SMIC à 3000 balles par mois? Bah eux, ils sont passés de 2,5 à 5 $ de l'heure. Le mec a stoppé toutes les grèves et il a gagné plein de main-d'œuvre au passage. Or, c'est là que le destin de Détroit va vraiment changer. Car Chrysler, General Motors et les autres se rendent compte d'un truc. S'ils voulaient pas faire faillite parce que leurs ouvriers allaient chez Ford, fallait qu'ils fassent comme lui. Dis-toi qu'en 1910, la population de la ville était de 400 000 habitants. Et en 1930, elle était d'1,6 million habitants. Bah ouais, avec de si bons salaires et la semaine de 40 heures en 1926, tout le monde voulait bosser chez eux. Aussi bien les immigrés que les afro-américains. Au fait, à cette époque, les noirs du sud étaient traités comme des chiens. Et ils trouvaient plus de taf à cause de l'industrialisation de l'agriculture. Donc, Détroit, c'était leur seule solution. En parallèle, les géants de l'auto n'arrêtaient pas d'investir. Par exemple, en 1924, Chrysler invente des suspensions en caoutchouc pour réduire les bruits du moteur. Et en 1926, General Motors, par le biais de Cadillac, met au point le premier V8. J'y connais rien en voiture, mais en gros, ça détruit tous les concurrents. Toutes ces inventions permettent donc de faire plus de thunes et au final de continuer à bien payer les employés. Ainsi, à Détroit, la société de consommation se porte bien et les buildings n'arrêtent pas de pousser. Bref, elle est devenue le symbole du rêve américain. Cet idéal qui prouve au monde entier que l'entrepreneuriat et les coups de poker, ça paye bien. Puisque si on en est là en 1940, c'est grâce à Ford et à son Model T. Ensuite, si tu pensais que la Seconde Guerre mondiale allait détruire la ville économiquement parlant, bah c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Car comme personne n'utilise de voiture en temps de guerre, ce serait dommage que ces énormes usines restent vides. Non, des tanks, des 4x4 et des avions. Voilà ce que les Big Three ont produit pendant la guerre. Ah oui, les Big Three, désolé pour mon accent, c'est Ford, Chrysler et General Motors. L'oligopole qui dominait le marché américain. Et même si l'État ne les rémunérait pas directement pendant la guerre, par rapport aux petits concurrents, ils ont pris de l'avance. Parce que les States
ont massivement investi chez eux. Genre, regarde-moi ça, c'est le Ford Wheeler Run. Construite en 1942, c'était la plus grande usine au monde sous un seul toit. Bref, à la sortie de la guerre, les Big Three ont littéralement détruit le marché automobile. Dans les années 50, 95% des Américains achetaient chez eux. En même temps, avec leurs usines flambant neuves d'après-guerre, personne n'était capable de faire mieux qu'eux. Ainsi, Détroit continue de croître, atteignant son pic en 1950 avec 1,85 million d'habitants. La banlieue devient de plus en plus riche, certains vivent dans le luxe et l'immobilier croît. Mais malgré tout, les Noirs ne sont pas acceptés par tous. Et ces panneaux de quartier racistes marquent le début de ce qui va devenir l'émeute la plus grave de toute l'histoire américaine. En juillet 1967, à Détroit, il fait chaud. En fait, ça brûle de partout. Et à part le bruit des bâtiments en flammes, parfois t'entends quelqu'un crier « Attention aux snipers ». 7000 soldats ont été mobilisés par l'État et on décompte 43 morts, dont 33 noirs. Il y a eu plus de 1000 blessés et 7200 personnes arrêtées. Ce désastre, on l'a nommé l'émeute de la 12e rue. Il y avait déjà eu une émeute similaire en 1943 qui avait fait 33 morts, mais là, c'est un autre niveau. Et le pire, c'est qu'en 1968, avec l'assassinat de Martin Luther King, d'autres émeutes ethniques vont encore avoir lieu à Détroit. Elles étaient moins graves, certes, mais ça a dû baisser le moral des habitants quand même. Car avec l'augmentation de leur niveau de vie, beaucoup de blancs sont partis vers les banlieues en quête de sécurité. Et en réalité, certains noirs de classe moyenne s'y sont aussi réfugiés. Donc la population de la ville s'appauvrit tout doucement. Ensuite, depuis les années 60, à force d'investissement et de recherche, les Big Three s'industrialisent de plus en plus. Elles ont besoin de plus grandes usines et de moins de main-d'œuvre. Elles délocalisent donc en banlieue lointaine ou à l'étranger comme au Canada ou au Mexique. En plus, là-bas, les gens ne font pas grève, donc ça les arrange encore plus. Au fait, toutes les autres marques de voitures sont en train de mourir, car les Big Three sont juste trop puissantes. Packard, par exemple, a arrêté sa production en 1958, laissant derrière elle cette immense usine à l'abandon. Et tous ces facteurs font que la moitié des usines de Détroit ferment. Le gros problème, c'est que quand une usine ferme, plus personne ne se rend dans les zones alentours. Ainsi, tous les commerces d'à côté ferment également. La ville s'est trop reposée sur ses lauriers. Elle n'a pas assez investi dans le divertissement, dans les infrastructures ou même dans d'autres industries. Et les gens n'ont plus aucun intérêt à rester à Détroit. En plus, même si elle s'y mettrait maintenant, bah c'est trop tard. Car la population de la ville est pauvre et les recettes fiscales de cette dernière chutent de plus en plus. Bref, c'est un cercle vicieux qui la ronge à petit feu. Ceci dit, il reste encore la moitié des usines, donc en innovant, tout devrait redevenir comme avant. Non. Ok, tu sais ce qu'il y a eu en octobre 1973 ? Bah, en 6 mois, le prix du baril de pétrole a quadruplé, passant de 2,59 à 11,65 $. C'est le premier choc pétrolier. Or, le pétrole, ça sert à faire de l'essence. Et toutes les voitures des Big Three fonctionnent à l'essence. Tu la sens là d'où y arriver ? 60%. C'est les bénéfices qu'ils ont perdus en un an. Et en réalité, c'est un peu de leur faute. Ford et General Motors ont réagi, certes, mais trop lentement et avec une mauvaise exécution. Par exemple, Ford a misé sur la Pinto, voiture qui, il y a pas longtemps, avait eu des scandales liés à son moteur explosif en cas de choc arrière. Et Chrysler, n'en parlons pas. Ils continuent de produire des grosses voitures qui consomment énormément. Bref, ils ont rien compris. Ainsi, ça a permis aux Japonais de prendre leur place. Avec leurs voitures compactes qui consomment pas beaucoup et super fiables, ils ont gagné pas mal de clients. Puisque depuis 1965, ils sont passés de 5% à 18% de part du marché. Ensuite, en 1979, deuxième choc pétrolier. Chrysler frôle la faillite et Détroit commence à sombrer. Les Américains se tournent sur le meilleur rapport qualité-prix, soit Nissan et Toyota. Les usines ferment de plus en plus pour aller là où la main-d'œuvre est moins chère et moins syndiquée. Par exemple, l'usine Dodge Main de Chrysler a fermé en 1980 pour être déplacée plus au sud des États-Unis. Mais surtout, il n'y a pas que les usines qui fuient, puisque jusqu'à 2010, les gens n'ont pas arrêté de quitter Détroit. On était à 1,85 million d'habitants en 1950, mais en 2010, on est à 715 000 habitants. Détroit a perdu 61,5% de sa population. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est comment ils vont faire pour gagner de l'argent sans l'industrie automobile. Et malheureusement, pour y répondre, on se doit d'entrer dans le côté sombre de la ville. En fait, à cause de la pauvreté ambiante, les recettes fiscales de ces dernières sont très faibles. Et faire régner l'ordre tout en assurant la sécurité des habitants devient tout de suite très compliqué. En plus, grâce aux milliers de bâtiments abandonnés, c'est plutôt simple de rester discret. Et à Détroit, l'illégalité devient un jeu d'enfant. Du coup, faut revenir en 1970, il y a un petit groupe de jeunes qui viennent de lancer la machine. Ces gars ont la rage de vaincre. Et faire de l'argent devient leur priorité numéro 1, même si c'est de façon illégale. Dès maintenant, ils s'appelleront les Young Boys Incorporated et l'héroïne va être leur gagne-pain. Ils sont très
très bien organisé. Il y a une hiérarchie claire, tout le monde est payé pareil, ils font du marketing et ils ont même un logo. C'est une putain d'entreprise pour eux. Et ils dominent rapidement le marché en inventant de nouvelles techniques de fabrication. Finalement, à l'instar de Ford et sa Model T, tous les autres gangs ont commencé à faire comme eux. Ainsi, en 1980, les revenus de la drogue dépassaient ceux de Chrysler. Car même si les Young Boys furent démantelés par les autorités, d'autres prennent le relais et on passe de l'héroïne à la cocaïne. En 1990, c'est la BFM qui domine. Non, pas la chaîne de télé que regardent tes parents, la Black Family Mafia. Et elle obtient une influence nationale, vendant de la coke dans tout le pays. Ainsi, Détroit change de nom. C'est plus la Motor City, mais la Murder City, la ville du meurtre. Du côté des voitures, c'est pas fameux. Car même si en 2008, les US injectent 17,4 milliards de dollars dans Chrysler et General Motors, le premier se fait racheter par Fiat et le second subsiste fébrilement. Comme dit précédemment, la ville n'a plus assez d'argent. Et en plus des problèmes de sécurité, apparaissent des problèmes de santé. Car avec l'endettement des services publics, ces derniers ne peuvent plus faire de cadeaux. La compagnie des eaux, par exemple, avait régulièrement coupé l'eau de milliers de citoyens, les empêchant de faire leurs besoins, de boire correctement ou même de se doucher. Ainsi, en 2013, la ville entre officiellement en faillite avec plus de 20 milliards de dollars de dettes. La plus grave de toute l'histoire américaine. Au fait, la criminalité est monstre, puisqu'en 2012, on parlait de 386 homicides par an, soit 11 fois plus que la moyenne nationale. Alors, je me demande quand même comment ça se fait que tout le monde l'ait laissé tomber. Les maires se sont succédés sans jamais essayer de la faire renaître. Pourquoi ? Bah, la réponse, comme souvent, c'est l'argent. La corruption qui rongeait ces odieux personnages. Et l'exemple le plus marquant, c'est Kwame Kilpatrick. Élu maire en 2002, il se mangera 28 ans de prison en 2013 pour fraude, racket et détournement de fonds. On estime ses dégâts à plus de 20 millions de dollars. Et il a aggravé la chute de Détroit au lieu d'investir dans les écoles, les lampadaires ou encore dans la rénovation des plus de 80 000 maisons abandonnées en 2010. Le pire, c'est qu'il est pas le seul à avoir fait ce genre de choses. Regarde, en 1991, le FBI a arrêté plus de 20 policiers pour avoir protégé des dealers. Et le maire des années 80 avait établi des liens secrets avec des organisations criminelles. Ça fait donc un moment que la corruption est présente à Détroit. Mais heureusement, depuis l'arrivée de Kevin Orr, tout cela semble changer. En fait, c'est un emergency manager, un manager d'urgence chargé de relancer l'économie de la ville. Et il est plutôt bon, car en 2014, la dette n'est plus qu'à 7,4 milliards de dollars. Grosso modo, il a ajusté les dépenses publiques et, à l'aide de plusieurs philanthropes, ils ont investi dans les services publics. Ainsi, Détroit renaît de ses cendres. Le taux de chômage baisse, le taux de pauvreté aussi, la démographie n'est plus en chute libre et l'immobilier reprend des couleurs. En effet, sur les 80 000 bâtiments abandonnés, 30 000 ont été détruits et 12 000 ont été revendus ou rénovés. Ça y est, la ville est de nouveau en mouvement, prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Car en prenant en compte l'essor du street art et des startups dans le centre, tout semble mener vers un renouveau paisible. Mais il y a un hic, il y a toujours un hic. J'ai demandé à ChatGPT de chercher tous les fonds publics investis pour Détroit et après réflexion, il m'a dit que c'était de l'ordre de 5 milliards de dollars. Et d'un autre côté, j'ai regardé combien un seul homme, Dan Gilbert, a investi dans Détroit. Et j'ai trouvé 7 milliards de dollars. Est-ce qu'au final, Dan n'aurait-il pas comme rêve de posséder une ville ? Avec Bedrock, son entreprise d'immobilier, il a investi entre 3 et 4 milliards. Par exemple, il a acheté le One Campus Matrius, le Ali Detroit Center ou encore la Cadillac Tower. Il est aussi en train de construire cette immense tour dans le centre-ville. En fait, elle comprend hôtel, centre commercial, restaurant, bureau et appartements de luxe. Il a également investi 500 millions dans des startups avec son incubateur Detroit Venture Partners. Mais c'est pas tout, car il a construit un stade de basket à 200 millions de dollars. Il a investi 150 millions dans une fondation pour l'éducation et la santé et il a créé 17 000 emplois dans le centre avec son entreprise Quicken Loans. Bref, certains l'appellent le vrai maire de Détroit et la question mérite d'être posée. L'argent est-il devenu si puissant qu'avec seulement 2% de la fortune d'Elon Musk, on peut se racheter une ville ? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour construire une fortune pareille, Dan Gilbert a dû se créer des compétences solides qui avaient de la valeur. Il a choisi de réussir sa vie avec la finance et personnellement, j'ai choisi de réussir la mienne avec YouTube. Je te dis pas que je vais finir milliardaire ou même millionnaire, mais ce qui est sûr, c'est que je vais gagner ma vie en faisant ce qui me plaît. Car au final, c'est ça le plus important. Et si toi aussi t'as toujours trouvé ça stylé d'être youtubeur mais que t'as jamais su comment faire, laisse-moi te parler de Merguez Superstar. Tu peux créer ta chaîne YouTube et apprendre tout seul avec internet, mais avec Merguez Superstar, t'iras 10 fois plus vite. Voici pourquoi, en 3 raisons. Déjà, s'il y a presque 2000 membres dessus, dont des gros noms comme Kellyan, Lux, Teromic ou Slotty, c'est pas pour rien. Ensuite, ce que tu vois à l'écran, c'est des conférences de plus d'1 heure pour décupler ton niveau. L'art des miniatures par Jules Gann, celui du Watch Time par Palmito, ou encore comment faire un bon hook par Loan LV. Tout le monde veut que tu réussisses. Et enfin, la meilleure façon de progresser, c'est en écoutant les conseils de ceux qui ont déjà réussi. C'est pourquoi il y a une équipe de Helper Pro disponible H24 pour t'aider. Et de toute façon, la communauté sera
toujours ravi de te donner des feedbacks. Bref, si t'as peur d'être déçu, teste un mois, installe l'application, regarde les conférences, prends tes feedbacks et au pire, t'annules ton abonnement. Viens nous rejoindre en passant par le premier lien en description. Merci de m'avoir écouté. Salut!